Bienvenue dans ce webinaire autour du management collaboratif pour des équipes performantes et motivées en petite enfance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en cette période caniculaire et fin de semaine avec vos équipes, avec les enfants, les familles que vous accueillez au sein de vos structures. On va avoir une heure devant nous, un peu moins d'une heure du coup 50 minutes devant nous pour échanger autour d'une thématique qui vous questionne. Et heureusement qu'elle vous questionne, puisqu'on va parler de management, de motivation de vos équipes, qui est un sujet qu'on connaît bien chez les petits sages. Alors je vais vous raconter un petit peu qui nous sommes pour celles et ceux, j'ai pas regardé encore toute la liste, qui sont avec nous et qui nous connaissent peut-être déjà. Je vais me représenter, je suis Julien Perrin, j'ai créé Les Petits Sages avec Nelly Forestier à l'origine et ensuite Tommy qui nous a rejoint. Nous fêtons nos 10 ans cette année. Nous sommes heureux de vous accompagner au quotidien depuis ces 10 belles années autour des enfants, des professionnels de la petite enfance. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un réseau d'experts passionnés qui vous accompagnent tout au long de nos formations. Mais nous ne faisons pas que des formations, nous proposons aussi de l'accompagnement VAE, validation d'acquis des expériences que vous connaissez bien, notamment avec cette réforme de la formation, euh, les réformes des crèches, pardon, des conférences également que nous animons, des ateliers, et puis plein d'autres choses dont j'aurai le plaisir de vous parler. Nous sommes présents à Bordeaux. Pour l'équipe pédagogique, puisque nous avons au sein des petits sages une équipe pédagogique qui vous accompagne au quotidien. À Lyon, l'équipe plutôt administrative et nos conseillères formation. Et puis, nous sommes à votre rencontre sur le terrain, sur tout le territoire, puisque nous avons le plaisir de nous déplacer un petit peu partout, puisque nous proposons à la fois des formations à distance, mais aussi en présentiel. J'y reviendrai. Nous travaillons à vos côtés. Alors, avec qui nous avons le plaisir d'échanger? Eh bien, vous, hein, professionnels des établissements d'accueil du jeune enfant, les assistantes maternelles aussi. Nous accueillons beaucoup d'assistantes maternelles aujourd'hui dans le cadre de leur plan de développement des compétences. Vous savez qu'elles ont droit à 58 heures de formation par an dans le cadre du plan de développement des compétences proposé par la branche professionnelle Hyperia, dont nous sommes labellisés. Nous intervenons de plus en plus au sein des écoles. On a le plaisir de travailler vraiment aux côtés alors principalement des ATSEM, hein, bien sûr, mais aussi parfois des enseignants et des agents qui sont au quotidien avec les jeunes enfants. Donc ça fait la continuité, pardon, avec tout ce qu'on a créé dès le début, puisqu'à l'origine, les petits sages, c'était plutôt orienté petite enfance, mais aujourd'hui, on travaille beaucoup avec l'enfance et puis parfois aussi maintenant les adolescents, puisqu'on nous pose aussi plein de questions sur les adolescents. Donc on a ce plaisir d'être dans les écoles aujourd'hui et puis évidemment les parents, puisque c'est l'origine de notre projet, les parents que d'accompagner donc ses parents, notamment dans les entreprises, mais aussi ailleurs, puisque c'est l'origine du projet des petits sages d'être dans cet accompagnement parental. Nous formons, comme je vous le disais, en présentiel, donc ça, on se déplace dans vos structures si vous le souhaitez, pour des formats de type journée pédagogique, et on propose également de la formation en autonomie à distance, où vous êtes donc plusieurs formats hein, sur le distanciel également. Vous pouvez être en direct avec un formateur ou une formatrice, ou bien en autonomie devant votre ordinateur. Alors, c'est jamais de la réelle autonomie, puisqu'il y a toujours une équipe pédagogique qui vous suit, qui vous accompagne et qui répond à vos questions. Il y a un système de chat. C'est des sessions qu'on lance tous les mois, donc vous êtes réellement accompagné. Vous n'êtes pas seul devant votre ordinateur. Et puis, chez les petits sages, notre ADN, notre culture de la formation, ben, c'est le ludique. Donc, on a le plaisir de vous proposer des choses qui mixent à la fois de la théorie, mais aussi beaucoup de concret pour vous permettre de suivre les formations de façon agréable, de façon ludique et concrète, hein. C'est important pour vous d'avoir effectivement beaucoup de concret dans vos pratiques. C'est ce qu'on nous demande, donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui en formation. Plus de 50 thématiques. On a aussi le plaisir d'avoir un catalogue qui s'est
vraiment enrichi tout au long de ces années, ces 10 ans d'accompagnement chez les petits sages, avec des formations autour de l'alimentation, de l'environnement, des neurosciences, des émotions, du projet d'accueil. Enfin, voilà, on vous invite à aller regarder un peu plus en détail si ça vous intéresse sur le site internet. Et puis au milieu de ces formations, bah, il y a évidemment la formation management dont on va parler aujourd'hui en lien avec votre métier. Les durées variables, 7 à 21 heures, le format ludique, j'en ai parlé, et un savoir-faire unique. Et oui, on est fier de le dire, mais on a une équipe pédagogique vraiment qui est basée, je vous le disais, à Bordeaux et qui travaille aux côtés de nos intervenants, mais aussi à vos côtés, stagiaires, apprenants qui suivaient nos formations. Alors, pour faire rapidement connaissance, on est nombreux aujourd'hui. C'est super d'être là. C'est souvent des heures aussi un petit peu plus propices le vendredi, comme ça, à partir de 9h30. On avait fait ce choix aussi d'horaire qui vous convient bien et c'est un horaire qu'on utilise aussi en formation pour former les directrices sur la thématique du management. Donc, je vous laisse utiliser le chat qui est accessible directement en bas il y a une petite icône en fait chat où vous pouvez discuter avec moi, me poser toutes vos questions. Vos micros sont coupés parce que on est nombreux, donc si tout le monde est actif en même temps, on va pas s'entendre, on va pas se comprendre. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger par écrit, et puis on pourra prendre quelques exemples si des personnes veulent s'exprimer avec le micro, il n'y a pas de souci. Je vous invite à me noter un petit peu bah, votre poste actuel, votre secteur géographique où vous vous situez, et puis surtout, s'il y avait une seule difficulté managériale que vous aimeriez résoudre aujourd'hui, je suis désolé, il y en a qu'une seule, il faut en trouver une seule. Je sais que parfois il peut en avoir d'autres. Mais voilà, peut-être la plus importante, celle qui vous préoccupe en ce moment, celle qui revient, bah, je vous invite à noter ça ici dans le chat. Notez un petit peu ce qui vous préoccupe en ce moment, ce qui fait partie de vos réflexions en tant que directrice puisqu'on sait qu'il y a quand même pas mal de choses qui vous questionnent et votre présence, bah, c'en est le témoignage, puisqu'on est 49 aujourd'hui connectés autour de cette question, de cette thématique du management. Je vous laisse noter donc sur le chat, je vous ai mis un petit message d'accueil, donc vous pouvez noter ici. Voilà, ça commence, c'est parti. Ok, près de Strasbourg, donc la gestion de plusieurs micro-crèches, évidemment. Et la question que vous vous posez, vous, Audrey, c'est comment faire un suivi au plus près des équipes tout en étant présente dans les structures à plein temps. Bah oui, parce que vous naviguez très certainement entre plusieurs structures, ça on l'évoque souvent sur cette formation. Ah, puis je vous vois en vidéo, c'est super. C'est bien aussi d'avoir vos visages. Merci Audrey pour ce partage. Donc effectivement, ce qui vous questionne, c'est bah, d'être quand même là, présente sur ces différentes structures, d'être sur le terrain, de faire le suivi auprès des équipes. Et puis ça vous demande très certainement une sacrée organisation pour pouvoir donc bien suivre les équipes. Vous êtes sur des équipes, il y a combien de personnes à peu près? Trois, quatre. Enfin, vous êtes, je sais pas, vous êtes combien par structure? Vous avez en tout combien de personnes à gérer, à manager. Et pour les autres, vous pouvez suivre l'exemple d'Audrey, vous présenter sur le chat directement et nous rappeler un petit peu ce qui vous questionne en ce moment. 4, 5, 6 personnes, ouais, ok. Ouais. Est-ce que vous avez des personnes relais déjà dans vos micro-crèches, des personnes sur qui bah, vous pouvez vous appuyer aussi, certainement, hein, j'imagine, pour faire le sujet? Pour faire... Allez, ça arrive. Céline nous dit concilier les différentes personnalités des agents pour un même objectif pédagogique commun. 15 agents pour une crèche de 34 places. Ça, c'est un vrai sujet qu'on aborde. On le verra aussi tout à l'heure. J'essaierai de vous expliquer comment on le fait en formation. Mais effectivement, je dis souvent une directrice ou un responsable ou d'équipe, en fait, est un peu le chef d'orchestre, vous voyez. Et je sais pas si vous faites de la musique, mais le chef d'orchestre, il y a plein de familles d'instruments à gérer. Et les familles d'instruments, des fois, elles s'entendent pas toujours, hein. C'est un peu les querelles de clochers, les guillières. Euh, et des fois, ça fonctionne très très bien et ça laisse place à de la belle musique. Céline nous dit qu'elle fait de la guitare. Oui, donc effectivement, vous êtes ce chef d'orchestre
où on doit généralement composer avec les uns et les autres. Et au milieu de tout ça, bah, essayer de proposer quelque chose qui soit fidèle à un projet d'accueil, à un objectif commun. Donc ça, c'est tout à fait le but de votre fonction. Olivier nous dit, directrice, il doit y avoir un souci de nom, directrice de micro-crèche. Ok. J'essaye de voir si j'ai des petits sujets comme ça pour rebondir. Premier poste de responsable, donc encore en découverte. Ok, pour Audrey. Pour ma part, donc la question, c'est dans la thématique de ce webinaire, c'est vraiment réussir à concilier la présence sur le terrain auprès des enfants, mais sans délaisser la présence au bureau. Oui, parce que effectivement, vous savez que dans la réforme, il y a ce sujet du 0,5 ETP. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. ETP équivalent temps plein, hein. Vous savez, sur une base de 35 heures, ce que nous dit la réforme c'est qu'on doit consacrer à des tâches vraiment de fonctions de direction, donc en bureau, 0,5 ETP, ça veut dire que si on le transforme en heures, sur une base, si vous travaillez 35 heures, bah, en fait, c'est la moitié de votre temps plein, 17h30 par semaine, qui doit être consacré à ces missions de direction. Et pourquoi on dit ça? Bah parce que bien souvent, la directrice, alors ça c'est le cas des micro-crèches, mais bien souvent la directrice en micro-crèche, bah oui, elle est sur le terrain, aux côtés des professionnels, aux côtés des enfants. Et ça, dans le travail de réforme qui était mené par l'État, il y avait une vraie volonté aussi de redonner du sens à ce métier de directrice qui est essentiel dans les pratiques et dans les structures. Et c'est de permettre donc d'avoir effectivement pleine conscience autour de ce sujet d'un métier qui est important, qui permet de piloter une activité, d'encadrer des équipes. Donc on va y revenir juste après. Mais effectivement, ce qu'on nous demande aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir cette mission de direction qui représente 17h30 sur une base de 35 heures, hein, si vous travaillez 35 heures, évidemment. Secteur Nord, Lydie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les problématiques touchent plutôt la gestion parentale que l'équipe. Petite crèche 16 places, 5 pro terrain, une apprentie. OK. Et nous avons Marianne, auxiliaire puriculture, référente technique en microcrèche depuis 5 mois à côté de Colmar. Ben, c'est bien, on voyage aussi un petit peu partout, partout en France. Pour les personnes qui nous rejoignent, je crois qu'il y a des personnes qui arrivent en ce moment. Bienvenue. Nous avons un système de replay, donc on pourra vous partager également le replay. Eh bien, merci pour ces présentations. Vous pouvez continuer à échanger évidemment sur le chat pour nous dire un petit peu bah, ce que vous vivez en ce moment, les problématiques que vous rencontrez. Ça permet aux autres aussi certainement de se retrouver dans certaines choses qui sont dites. Je prends juste le dernier exemple d'Estelle et puis après je vais avancer. Il se peut que je vois ou j'entende des pratiques de certaines pros qui ne me conviennent pas, me mettent mal à l'aise. Ok, sur le moment, je me sens pas toujours en mesure de réagir, notamment parce que je suis avec les enfants, je souhaite pas comment intervenir devant eux, ni créer des tensions dans l'équipe. Comment me conseillez-vous d'agir dans ce type de situation? Bien ça, c'est aussi quelque chose qu'on aborde beaucoup en formation management, puisque nous travaillons aussi sur ce qu'on appelle l'assertivité. Je sais pas si c'est un terme qui vous parle. Assertivité, c'est oser s'affirmer, oser dire non aussi. Vous faites un métier qui est très orienté sur les autres, un métier d'humain qui est essentiel dans nos vies. Et bien souvent, ce métier, bah, les personnes qui font ce métier sont pleines d'empathie. Vous voyez, parce que comme on est sur de l'humain, on est sur ces métiers empathiques où on a envie d'accompagner l'autre, l'aider, etc. Et ça, souvent, quand on est directrice d'une structure, ce qu'on constate, c'est que ça se retourne parfois un petit peu contre nous, parce que effectivement, on a souvent envie d'aider l'autre. Parfois, on s'épuise. Ça, je travaille beaucoup ça avec les directrices en formation. Il y a des personnes qui passent beaucoup de temps avec certaines personnes, certains salariés, parce qu'il y a des sujets à traiter, etc. Et parfois, on s'épuise beaucoup. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit énormément. Tout ça pour vous dire que c'est des choses qu'on voit effectivement dans l'accompagnement qu'on fait et en formation, et qu'on a bien souvent quelque chose sur lequel on doit être attentive, c'est
Le fait de ne pas faire ce métier pour être aimé, vous voyez. Et souvent ça, on vous questionne, mais je suis pas directrice ou directeur d'un établissement avec pour objectif que tout le monde m'aime, en fait. Je suis là pour accueillir des enfants dans le cadre d'un projet pédagogique, d'un projet d'accueil qu'on a défini ensemble avec l'équipe, qui est partagé avec les familles. Et c'est ça l'objectif premier quand vous êtes responsable d'une structure, en fait. Et parfois, on glisse un peu vers, vous savez, ce qu'on a tous ce besoin d'être aimé, en fait, tout simplement. Alors déjà, un appel en même temps, je vais le couper. Je suis désolé. Hop, j'aurais dû me mettre en absence. Pardon. Et en fait, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des personnes qui ont envie d'être aimées. Mais ça, c'est un besoin qu'on a tous, hein. On parle de ce besoin d'affection, de ce besoin d'amour aussi chez l'enfant, mais en fait, c'est chez l'être humain. Et en tant qu'adulte, on a envie d'être aimé. Mais parfois, en tant que directrice, il faut aussi savoir prendre certaines décisions et remettre en fait les perspectives au cœur des choses et du projet. Et c'est important de reprendre ça. Donc ça, on l'aborde aussi en formation. Alors, je vais continuer à dérouler un petit peu le programme puisque le temps tourne, je parle beaucoup. Pourquoi manager est devenu si complexe en crèche? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même un contexte qui a profondément changé hein, depuis plusieurs années. Vous avez aujourd'hui des directions, des relais de direction qui doivent gérer des équipes intergénérationnelles. Si on prend juste ce premier point, c'est des choses qu'on rencontre. À un moment donné, dans la formation, on vous demande de faire le point sur vos équipes, qui elles sont, si vous les connaissez, partir à la connaissance, à la découverte de vos équipes. Est-ce qu'on se rend compte, c'est que parfois, il y a des équipes qui sont là en place depuis très longtemps. Il y a des équipes, des personnes qui sont nouvelles. Et puis en fait, tout ça, ça crée un espèce de méandre de choses et de comportements et d'attitudes qui fait qu'on doit avoir un regard, une vigilance par rapport à ça. Donc ça, on le travaille aussi, mais ça fait partie des choses auxquelles vous êtes confrontés. Le deuxième point, vous le connaissez évidemment, la pénurie de personnel, le recrutement permanent, l'absentéisme, on pourrait y rajouter dans ces problématiques, on va dire RH et d'humain. Vous êtes effectivement très touché par ces sujets. Alors là, malheureusement, hein, on n'a pas de baguette magique chez les petits sages. J'aimerais régler ce sujet de ressources et de problématiques RH. Il y a un vrai sujet au niveau sociétal, au niveau politique aussi, hein, de redonner du sens à ces métiers, de valoriser ces métiers de la petite enfance, très important, mais qui est clairement lié à ce sujet, hein, voilà. Donc ça se travaille aussi, parce que d'une certaine façon, quand on pense aussi à tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour le bien-être de son équipe, bah, c'est des choses qui font, alors c'est pas toujours monétaire, donc il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'en saisir, mais vous voyez, c'est des choses que vous allez pouvoir travailler avec vos équipes comme des avantages aussi à mettre en avant. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on voit ensemble. Le contexte qui a profondément changé, bah, c'est aussi maintenir cette qualité d'accueil avec bien souvent derrière, en fait, aussi une société qui a changé. Des parents aussi qui vous questionnent beaucoup, qui sont parfois très exigeants. Des parents avec qui on n'est pas toujours en phase en termes de valeurs éducatives, de projets. Derrière la qualité d'accueil, on sait ce qu'on veut y mettre. Bien souvent, hein, il y a des choses qui reviennent. On est très inspiré et on sait ce qu'on souhaite mettre en avant, hein. Vous savez qu'il y a les neurosciences quand même aujourd'hui qui nous guident dans certains choix qu'on fait pour accompagner l'enfant dans ses apprentissages, dans son développement. Et puis parfois, il n'y a pas toujours le suivi, soit des professionnels, comme le disait, je sais plus, Estelle, il me semble, ou alors les familles, évidemment. Donc ça, c'est des sujets qui reviennent beaucoup. Répondre aux exigences administratives et réglementaires, ça en fait partie. Je crois que quelqu'un nous disait effectivement, mais c'est énorme d'avoir la moitié de son temps sur des tâches de direction. Alors oui, effectivement, il y a parfois des choses réglementaires qui s'imposent à nous. Donc c'est important aussi d'être au clair, mais c'est important aussi de travailler dans vos métiers ce qu'on appelle la délégation. La délégation, d'avoir aussi des relais, parce que le travers aussi de ces métiers, c'est que parfois on n'ose pas déléguer parce qu'on se dit que ça va pas être fait comme je voudrais
ou alors j'ai pas les personnes suffisamment ressources ou compétentes sur le sujet. Ça aussi, c'est des choses, c'est des peurs parfois qu'il faut aussi apprendre à dépasser, à travailler. Et puis après, il y a des choses qui vous appartiennent. Il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer. Ça, il faut être aussi très au clair. Donc ça, c'est ce qu'on propose aussi en formation, de refaire un petit peu le point sur vos missions, sur ce que vous faites, sur ce que ne vous faites pas. Ça, c'est important d'être bien au clair. Sur ces périodes d'été, moi, je vous conseille aussi de retravailler un petit peu sur quand vous avez un petit peu plus de temps, vous avez moins d'enfants, enfin, c'est un peu plus souple. Prenez le temps de reprendre vos fiches de mission, de vous dire, bah là, qu'est-ce qui fait partie de ce que je dois faire en fait en tant que directrice? Quelles sont les choses que je pourrais déléguer? Je dis pas qu'il faut les déléguer tout de suite, mais en tout cas d'identifier vraiment ce qui fait partie de votre champ d'action et qui doit rester chez vous, de ce que vous pouvez envisager peut-être de travailler autrement. Ça, c'est hyper important. Et puis enfin, un dernier point, on en a un petit peu parlé, mais c'est préserver aussi le bien-être de vos équipes, puisqu'on parle de plus en plus de qualité de vie au travail, ce qu'on appelle la QVT. Et les personnes y sont de plus en plus attentives. Donc, quand elles rejoignent des entreprises, des structures ou autres, c'est des questions qu'elles se posent sur moi, mon bien-être. On parle souvent du prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Donc ça, c'est des choses effectivement qui reviennent aussi beaucoup dans vos préoccupations. La réalité du terrain, ce qu'on se dit, et c'est peut-être pour ça que vous êtes ici là maintenant et que vous vous questionnez, c'est que on peut être expert de l'enfant, c'est-à-dire avoir une bonne connaissance de son développement psychomoteur, affectif, etc., tout ce qu'on veut. Et puis pour autant, on n'a pas toujours développé ces compétences de gestion d'équipe, hein. Donc aujourd'hui, c'est plus tabou. Ça l'était il y a quelques années de parler de management dans le domaine de la petite enfance, hein. C'était quelque chose qui n'était pas forcément bien vu. Aujourd'hui, clairement, c'est pas tabou. Il faut s'en parler. C'est quelque chose qui est très important. Et c'est aussi une question qu'on vous pose quand vous partez en formation avec nous, c'est est-ce que vous avez parlé à votre équipe de cette formation, puisque vous faites aussi cette formation pour l'équipe, hein, vous la faites pour vous, pour enrichir vos compétences, apprendre, développer de nouveaux outils, etc. Mais vous le faites aussi dans un but commun qui est aussi pour l'équipe, qui est tourné vers l'équipe. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir leur en parler. Parce que bien souvent, on va se le dire entre nous, mais les professionnels se disent, ah ça y est, elle s'enferme dans son bureau pour faire sa formation. C'est des choses qu'on peut entendre, hein. On en sourit, voilà. Mais effectivement, c'est important aujourd'hui de pouvoir dire aussi que vous prenez votre fonction à bras le corps comme ça, qu'elle est importante, et puis que parfois, tout comme elle, vous avez besoin de vous former sur des choses qui vous sont propres en fait, et qui sont des tâches de management, de gestion des équipes et de motivation. Donc le management, c'est une compétence à part entière, et ça s'apprend. Donc ça, c'est important aussi d'être très au clair par rapport à ça et de vous dire, j'ai le droit de me former sur ce sujet et j'ai le droit de réfléchir, d'avoir du temps aussi pour ces missions-là à accorder. Alors, quelques réactions. Les fiches de poste doivent être clairement identifiées pour soi et pour les autres. Mais ça, de toute façon, c'est un prérequis. Effectivement, savoir ce qu'on doit faire, et ça, dans tous les domaines d'activité, je dirais, c'est important. Mais parfois, c'est aller plus loin que la fiche de mission, vous voyez? C'est vous dire, oui, j'ai cette tâche dans ma fiche de mission, mais cette tâche, est-ce qu'elle m'incombe à moi seul? Et bien souvent, quand on est sur les sujets, vous savez, un peu de RH ou de personnel, bah oui, ça vous incombe, parce qu'il y a ce caractère aussi de confidentialité, et puis ça fait partie de vos missions propres. Donc ça, c'est assez facile à classer. Et parfois, il y a des petites choses, vous voyez, je vous prends juste la gestion des fournitures. En fait, dans la gestion des fournitures, oui, il y a des choses qui vous incombent, peut-être très certainement la gestion du budget, des finances, les achats, la validation, vous voyez. Mais par contre, faire le point sur les stocks, préparer les commandes, anticiper certaines choses, ça peut-être, et attention, je dis bien peut-être, parce qu'en fonction des structures, voilà, moi j'ai pas un discours tout fait. Ça peut être le cas pour une structure et pour une autre structure, il y a un fonctionnement qui est différent, mais voyez, on peut tout à fait se dire, dans une mission, la gestion des fournitures, il y a des choses qui font partie
moi, de ma mission, de ma responsabilité, ça reste chez moi. Puis il y a peut-être une partie que je peux déléguer. Donc vous voyez, dans la fiche de poste, c'est bien d'aller un cran plus loin aussi dans la mission. Est-ce que dans cette mission, il n'y a pas finalement des sous-missions, entre guillemets, qui peuvent qui peuvent être déléguées ou qui peuvent être réparties autrement? Donc ça, c'est aussi des choses qu'on voit en formation. Je vous propose, ça c'est ce qu'on aime bien faire aussi en formation, c'est un petit peu ce qu'on appelle nous l'autodiagnostic. Vous savez, l'autodiagnostic, qu'est-ce que c'est? C'est faire un petit peu le point sur soi-même, essayer d'identifier qui je suis et quel est mon style de management. Alors attention, hein, l'idée c'est de pas vous placer dans des étiquettes, on va en reparler juste après, mais je vous propose juste de prendre une petite feuille, un petit crayon. Je vais vous poser 5 questions. Vous allez devoir faire 5 choix. Vous allez pour chaque énoncé choisir. Et donc il y a 4 options. L'option qui correspond le mieux à votre façon habituelle de gérer cette situation. Donc là, c'est vraiment pour identifier pour vous, et ça n'appartient qu'à vous, votre style de management. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, pour les personnes qui sont en replay, vous pouvez évidemment suivre également cet auto-diagnostic. Donc, souvent, on démarre notre formation management par ça. Donc là, vous avez un petit extrait de ce qu'on peut faire et proposer. Et comme ça vous permet déjà de vous immerger et puis de peut-être voir, hein, on verra en conclusion, un premier travail à effectuer par rapport à ça. Allez, on débute. La première question. Lorsqu'un problème inattendu survient avec les enfants, comment vous réagissez? Alors, vous notez A si vous intervenez immédiatement pour le résoudre. Vous notez B si vous analysez la situation, vous essayez de présenter une solution convaincante à l'équipe. Ou alors C, vous demandez à l'équipe de proposer des solutions et ensuite vous décidez ensemble. Ou alors D, vous laissez l'équipe gérer le problème en offrant votre aide si nécessaire. A, B, C ou D. Qu'est-ce que vous faites? Réfléchissez pas trop, hein. Choisissez la phrase ou l'affirmation qui vous convient le mieux. Deuxième question pour avancer. Quand il y a des décisions à prendre concernant les fournitures ou les équipements, vous décidez, je décide quels équipements acheter en fonction du budget et des besoins. B, je propose des options et j'encourage l'équipe à soutenir mon choix. C, je discute avec l'équipe pour prendre une décision collective basée sur les suggestions de tous. Ou D, je laisse l'équipe décider après leur avoir donné le budget et les spécifications nécessaires. On peut hésiter. Choisissez celle qui vous parle le plus comme ça de premier abord. Question 3. Si un membre de mon équipe a des difficultés personnelles qui affectent son travail, A, je lui donne des directives claires sur comment gérer la situation. B, je lui offre du soutien, je le persuade de l'importance de séparer les problèmes personnels du travail. C, j'ouvre un dialogue avec la personne concernée si elle en éprouve le besoin, tout en fixant un cadre. Et D, je laisse l'équipe s'organiser pour soutenir le ou la collègue en difficulté si elle en éprouve le besoin. Avant-dernière question, face à des retards récurrents de certains membres de l'équipe, ça n'arrive jamais, ça. Ça, c'est comme les parents, toujours à l'heure. A, j'impose des sanctions pour tout retard. B, je communique l'importance de la ponctualité et les conséquences des retards. C, j'engage une discussion avec l'équipe sur l'impact des retards et sur les solutions possibles. Et D, je charge l'équipe de mettre en place des mesures pour s'assurer de la ponctualité.
Et enfin, dernière question, quand il faut partager des informations importantes avec l'équipe, A, j'envoie un email détaillé avec toutes les informations nécessaires. B, je prépare une présentation pour expliquer les informations et répondre aux questions. C, je planifie une réunion d'équipe pour partager les informations et discuter ensemble. Ou alors D, je demande à un membre de l'équipe de réunir et de partager les informations. Donc là, très simplement, alors attention, c'est un extrait, hein. D'habitude, il y a plus de questions, mais ça donne déjà un petit aperçu. Vous allez pouvoir compter le nombre de A, le nombre de B, le nombre de C et le nombre de D que vous avez. Et ça définit en quelque sorte on va dire, votre style de management, en tout cas à l'instant T et par rapport au contexte, aux situations qu'on vous a données. Bien sûr qu'en formation, nous développons un peu plus, mais là, en webinaire, c'est un peu plus court. Le résultat, si vous avez, et vous l'avez certainement perçu au travers des exemples, un total plus élevé de A, on peut dire que vous êtes plutôt dans une forme de management directif, un petit peu autoritaire. Pour les réponses B, là, on parle plutôt de management persuasif, vous voyez, chercher à convaincre, chercher à, à motiver, à persuader. Le C, on parle plutôt de management participatif, donc faire échanger l'équipe, partager. Et le D, plutôt un management dit délégatif. Alors, ce qu'il faut retenir, et je vous le dis tout de suite, l'idée, c'est pas de vous placer, et ça on vous le dit aussi en formation, dans une étiquette. Il y a forcément quelque chose qui peut ressortir, ou parfois on peut avoir même une égalité, vous voyez, parfois, moi j'ai des personnes où on a un peu de participatif, un peu de persuasif à égalité. Et ça, en fait, faut tout être au clair par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un management qui doit primer sur l'autre. En fait, c'est plutôt des situations qui vont définir votre style de management. Et c'est ça qu'on travaille en formation, vous voyez. L'idée, c'est de se sortir soit d'un management qui est vraiment que directif, ultra directif, ou d'un management qui n'est que délégatif. On doit être un peu de chaque. Voilà ce qu'on doit retenir. On doit être un peu de chaque parce qu'en fonction des situations, chaque forme de management a ses inconvénients ou a ses avantages. Donc ça, c'est encore cette histoire de chef d'orchestre, j'y reviens, mais on doit composer avec les situations et on doit voilà, choisir d'être plutôt soit parfois directive ou soit plutôt participatif, persuasif ou délégatif. Ça dépend vraiment des situations. Et c'est souvent ça qu'on doit retravailler, parce que parfois, il y a des personnes qui sont souvent, c'est le cas, hein, c'est ce qu'on nous dit en formation, mal à l'aise avec le management directif. Alors que dans certaines situations, on doit l'être. Vous vous rappelez du besoin de l'enfant, de sécurité, de cadre, poser le cadre? Ben, ça fait partie de vos missions aussi, que d'assurer une forme de sécurité à vos équipes, parfois en ayant un ton un peu directif. Je vous propose de revenir sur chacun des styles de management afin de voir un petit peu qu'est-ce que ça génère, de voir un petit peu les avantages et les inconvénients. Donc rapidement, sur le management directif, vous voyez, ça permet une prise de décision rapide, mais c'est une communication unidirectionnelle. Donc là, en termes d'avantages, on est plutôt sur quelque chose où on est efficace à court terme. Par contre, si ça se maintient dans le temps, si vous le répétez, répétez, ça peut toucher à la motivation des équipes. Donc bien souvent, le style de management directif, c'est quand on a des sujets réglementaires, vous voyez, qu'on est là-dedans, ou quand on est dans des sujets de protocole, ou l'application de choses, de règles, ou de projets d'accueil, eh bien, c'est assez clair d'être directive là-dessus, parce qu'on a défini ensemble des choses, parce qu'on en a parlé en amont, et parce que c'est fixé comme ça, et que tout le monde est OK, et qu'on doit avancer, et qu'il n'y a plus lieu de débattre, en fait. Donc sur des aspects assez forts touchant à la sécurité, euh, on a ce besoin d'être dans un management directif, hein. Alors attention, hein, c'est pas que sur des sujets réglementaires. Vous pouvez avoir parfois certaines situations qui font qu'on doit recadrer un peu soit les familles ou certains professionnels par rapport à des pratiques. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête.
Le management persuasif, ce qu'on voit, c'est qu'il influence à travers la discussion, mais il permet de garder le contrôle. Donc, il peut donner l'impression d'une certaine forme de liberté tout en conservant pour vous un certain contrôle sur la situation. Donc, ce qui est chouette, c'est que ce type de management, dans certains cas, il va améliorer la compréhension des décisions. Pourquoi? Bah parce que bien souvent, quand vous cherchez à convaincre, vous allez y apporter des arguments. Vous allez expliquer pourquoi c'est plutôt logique de faire de telle ou telle manière. Donc ça permet aux personnes qui ont peut-être pas toujours saisi la chose, plutôt que de se braquer, de se dire, bah oui, je le fais parce que ça a du sens et parce qu'on m'explique pourquoi je dois le faire. Attention, ça peut être perçu comme manipulatif. Donc là, c'est quelque chose qu'on revoit en formation, l'art et la manière de communiquer. Voilà, ça peut aussi faire défaut. Donc, faut faire attention. Faut que ce soit assez subtil. Le participatif, c'est une prise de décision démocratique, hein. Ça encourage l'apport de l'équipe. Donc, clairement, en termes d'avantages, on va encourager, favoriser l'engagement des équipes, la satisfaction. Donc très souvent, quand vous avez des beaux projets, comme c'est peut-être le cas en ce moment, de fêtes de fin d'année, où vous organisez des choses, des temps d'événements, souvent on utilise ce management-là parce que ça permet aussi aux personnes de s'impliquer dans l'équipe, de leur confier des choses, de leur redonner un peu du sens dans ce qu'elles font, de les professionnaliser, de les aider. Ça apporte de la satisfaction. Donc ça, c'est souvent utilisé dans ces cas-là. Par contre, le gros désavantage du participatif, vous le savez peut-être, c'est que ça ralentit parfois le processus de prise de décision. Donc vous voyez, là où parfois j'ai besoin de décider rapidement, bah, on va plutôt être sur du management directif parce que ça va vite, c'est efficace, et il n'y a pas débat. Si on a du temps devant nous, on peut se permettre d'être dans le participatif. Mais le participatif, il laisse place au débat puisqu'on ouvre une porte pour les autres et ça discute, ça débat, c'est pas d'accord. Donc là, ça prend parfois un peu plus de temps. Donc, il faut faire attention quand vous êtes sur le management participatif de bien avoir ce regard sur l'espace-temps que vous avez devant vous. Et enfin, le délégatif. Donc là, le délégatif, on va être dans l'autonomie, clairement, puisqu'on va confier des tâches et on va leur permettre d'être aussi dans une forme de prise de décision. Donc ça, l'avantage, c'est vraiment que ça va encourager l'autonomie, la croissance personnelle. Donc ça, c'est très fort en termes de management de l'individu, de chaque personne, puisque ça contribue vraiment à l'aider à rentrer dans d'autres formes d'apprentissage, développer ses compétences personnelles. Donc tout ça, ça nourrit vraiment ce sujet-là. Attention au manque d'orientation. C'est-à-dire que c'est pas parce que je délègue que je ne vais pas suivre ce que j'ai délégué. Et vous voyez, parfois, il y a des personnes qui s'engouffrent dans la délégation parce qu'ils se disent, ah bah c'est bien, comme ça, moi, je vais gagner du temps. Attention, déléguer, ça veut pas toujours dire, en tout cas au départ, gagner du temps. Déléguer, c'est un investissement. C'est-à-dire que ça va vous prendre du temps peut-être au début, parce que vous allez devoir suivre, vous allez devoir contrôler aussi, hein. La délégation, elle n'enlève pas le contrôle. Ça, c'est très important aussi. Mais en tout cas, ça va être une forme d'investissement que vous allez avoir dans le temps, qui après, petit à petit, c'est exponentiel. Donc, beaucoup de temps au début, mais après, le suivi se tasse. Il y a la relation de confiance aussi qui se travaille beaucoup derrière ce sujet. Donc, ça, on en parle aussi en formation. Mais ça va clairement vous aider à travailler la délégation, qui n'est pas toujours une chose aisée. On le dit aussi, la délégation, c'est accepter que l'autre fasse autrement. Il y a un gros travail là-dessus aussi, hein. Quand on est dans l'injonction de dire à l'autre, bah, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça marche pas toujours. On peut apporter des conseils, on peut apprendre, accompagner l'autre, mais il faut surtout être dans une forme d'acceptation que ça peut être fait différemment. Donc tout ça, vous voyez, là, je l'aborde très rapidement et le temps file. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais bon, j'ai l'habitude d'animer cette formation depuis des années, donc je sais comment on la développe derrière. Mais en tout cas, il y a plein de choses qu'on creuse évidemment en formation à partir aussi de vos exemples. Donc je voulais finir par vous toucher un mot justement sur cette formation management collaboratif et motivation des équipes pour vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on fait.
euh, et peut-être vous donner envie de la suivre. Parce que effectivement, c'est une formation qui s'adresse aux directrices, directeurs de crèche, à leurs adjoints aussi, aux relais de direction, aux référents techniques, mais aussi aux responsables structure petite enfance. Donc, ça peut être là, sur la dernière session, on avait des personnes qui étaient responsables d'un périscolaire. Voilà, donc ça s'adapte aussi à ces personnes-là. C'est une formation qui est une formation terrain, vous voyez. On s'adresse à vous, professionnels de la petite enfance. C'est pas une formation management générique. Parce que chez les petits sages, c'est notre domaine d'expertise. Donc, on a l'habitude d'être au sein des structures petite enfance. On connaît bien vos problématiques. Donc, on parle beaucoup de ces sujets à partir d'exemples qui sont tirés du domaine de la petite enfance. Contrairement à d'autres formations où parfois on nous dit, ah bah oui, mais c'était du management, mais ça s'applique pas toujours à moi, mon métier et mes réalités et les réalités que je rencontre. Vous voyez, typiquement, il y a un sujet qu'on aborde sur les réunions. Clairement, on parle du format des réunions, qu'elles ont lieu parfois pendant le temps de sieste ou en fin de journée. Donc, on parle de ces problématiques-là. Donc, on est vraiment au cœur de votre métier. Le format, on l'a pensé pour vous. Il est compatible avec votre quotidien. Ça fait plusieurs années qu'on le dispense de cette façon. Donc, comment il se déroule? Vous avez 14 heures de classe virtuelle et 7 heures de module e-learning. Ça fait 21 heures en tout. 14 heures de classe virtuelle, qu'est-ce que c'est? C'est des séances de 2 heures qui sont espacées dans le temps pour vous permettre aussi de travailler entre les séances. Donc là, vous êtes en direct avec un formateur ou une formatrice. Généralement, on le fait de 9 heures à 11 heures. Il y a un système de replay parce qu'on sait que parfois, bah oui, ça on en parle aussi en formation, il y a des aléas. Parfois, vous devez vous absenter, parfois il y a quelque chose qui tombe. Bon, ça on le sait, donc il y a un système de replay. Et vous avez donc 7 séances de 2 heures espacées dans le temps. Et entre ces séances, vous avez accès en toute liberté, vous pouvez avancer à votre rythme sur un module e-learning dédié, enfin plusieurs modules e-learning sur une plateforme. Donc vous vous connectez, c'est une plateforme qui est plutôt très très simple d'accès. Vous pouvez télécharger des fiches ressources, des fiches outils. Quand on vous parle de choses en classe virtuelle, après, vous les retrouvez dans un format fiche pratique que vous pouvez utiliser. Il y a des temps aussi de réflexion personnelle qu'on mène sur ces moments de e-learning. Donc voilà comment un petit peu s'organise la formation. Les objectifs du programme, c'est important de les détailler. Alors, il y a un premier objectif qui s'appelle repositionner le rôle de la direction. Donc ça, c'est tout ce que je vous disais par rapport à vos tâches, vos missions, le temps que vous y consacrez. Donc derrière tout ça, on fait plein de choses. Vous avez vu un aperçu sur le style de management, mais ça, c'est un petit aperçu de ce qu'on peut voir. On travaille aussi sur le recueil de la vision des collaborateurs. On a un petit outil qui marche très bien de positionnement sur effectivement qu'est-ce qu'ils attendent de vous et qu'est-ce que vous attendez d'eux. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qui fonctionne super bien et vous le mettez en œuvre assez rapidement avec vos équipes. On a un deuxième, donc ça, c'est vraiment sur votre rôle, hein. Refaire le point sur votre rôle, sur ce que vous faites et ce que vous avez à faire. On travaille beaucoup après sur l'autonomie, la collaboration de l'équipe. Comment arriver à changer de regard aussi parfois sur l'équipe. Donc là, il y a tout un travail où on s'amuse un peu à dessiner, sans avoir des compétences artistiques, hein, attention, à dessiner votre équipe pour partir à la connaissance de votre équipe, des différents profils. Tout à l'heure, je sais plus qui nous disait, mais effectivement, moi, ça me demande de m'adapter, parfois de me suradapter par rapport aux personnes qui sont en face de moi. Donc, on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui concerne le style de communicant, parce que la communication est au cœur des choses. Donc, apprendre à dialoguer avec une personne qui a plutôt tel trait de personnalité, ça, c'est des choses évidemment aussi qu'on aborde avec vous. Euh, et j'ai oublié de vous dire, effectivement, derrière ce sujet aussi d'autonomie et de collaboration de l'équipe, on parle aussi de recrutement. Comment améliorer son recrutement, ses techniques de recrutement. Alors, c'est pas une formation dédiée au recrutement, mais on l'aborde sur un temps dans la formation. Là, ce qui fait sens aussi avec le fait de composer une équipe, vous voyez. On cherche pas à avoir une équipe hétérogène. Enfin, si, on cherche, pardon, à avoir une équipe hétérogène, c'est-à-dire une équipe composée de différents profils, et on travaille beaucoup sur cette notion de profil en formation. Et ça, souvent, c'est assez révélateur, hein.
Je je veux pas spoiler, mais vraiment, c'est un chouette travail qu'on fait. On travaille sur l'animation des réunions parce qu'on s'est rendu compte que les réunions, c'était souvent un peu le point noir. Euh, Surtout dans le domaine de la petite enfance, où vous êtes sur un métier d'accueil, où c'est difficile de détacher du temps, vous voyez, sur ces moments d'échange qui sont essentiels et qui font partie de votre mission, à un moment donné, de retranscrire des choses, d'avancer, de réfléchir ensemble sur des situations, etc. Donc là, c'est repenser un peu ce que c'est qu'une réunion utile et au travers de toute notre connaissance de ce qu'on appelle le rythme circadien, l'horloge biologique, on parle beaucoup de créativité dans les réunions et comment transformer des réunions un peu ennuyeuses, qui peuvent être un peu descendantes, en des moments vraiment qui vont travailler à la motivation des équipes et aussi leur permettre d'incarner leur métier de la meilleure des façons. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait beaucoup. Et puis, les outils de communication interne. La communication, ça reste un peu le fil conducteur de toute la formation, mais on parle un petit peu, encore une fois, hein, c'est pas une formation dédiée à la gestion des conflits, mais il y a beaucoup de choses qui sont abordées autour de la communication relationnelle, un début d'outils pour déjà identifier bah, comment je peux anticiper cette gestion des conflits qui est là et qui est normale et naturelle, encore une fois. Je le précise, mais c'est important de le dire. Donc, on retravaille aussi souvent cette vision que vous avez du conflit et comment je peux l'aborder avec les équipes. Et puis, cette notion d'information qui doit être diffusée, on nous le demande au bon endroit, au bon moment, etc. Donc, on revient sur des sujets de communication, etc. Donc, sur 21 heures, vous avez un programme qui est plutôt assez chargé, assez complet, mais qui vous permet vraiment de balayer voilà, plein de belles choses. On vous donne beaucoup d'outils concrets, des fiches pratiques qui vous permettent après de les retransmettre et de les travailler avec les équipes. Donc c'est vraiment une formation qui est ludique, qui est adaptée à votre métier. Je le redis, hein, mais parce qu'on voit beaucoup de formations management qui répondent pas toujours à vos problématiques qu'on a évoquées au début, hein, d'absentéisme, de ressources humaines, de gestion des familles aussi, hein, qui sont inclus dans ce sujet, et d'un temps d'accueil qui vous limite dans les échanges de réunions. Alors c'est bien parce que ça évite la réunionnite aiguë, comme on le voit dans certaines entreprises. Nous, on n'a pas forcément le temps de faire des réunions parce qu'on a les enfants. Mais en tout cas, ça permet vraiment de repenser ces sujets pour être au plus proche de vos attentes et de vos réalités métiers. Donc ça, c'est un programme qui existe depuis plusieurs années. Là, il y a les prochaines sessions. Alors, on n'en fait pas tout, il n'y en a pas tous les mois, hein, donc c'est important pour vous de les avoir en tête. On fonctionne beaucoup par saison. Donc là, on en a une qui est celle de la saison estivale, qui est en cours, qui va bientôt se terminer, mais on a une prochaine session à l'automne qui va démarrer fin septembre. On évite de démarrer début septembre parce qu'on connaît ce qui se passe au mois de septembre. Donc on démarre fin septembre, vous voyez, et puis elle s'étale jusqu'au 13 novembre, hein. Vous voyez, c'est pas une formation qui dure 2 semaines, elle s'étale dans le temps, donc c'est 21 heures, donc on avance aussi à votre rythme. Et puis après, je crois qu'il y a un souci de date, puisqu'on n'a pas on a les mêmes dates, je viens de voir ça. On a une session d'hiver, donc je peux aller rapidement vous dire, mais vous avez tout en fait sur le site internet. Je vais vous mettre le lien, je vais aller le chercher en direct, mais vous retrouvez tout le détail du programme de cette formation et des sessions directement sur le site internet. Je vais vous mettre le lien en commentaire, comme ça vous pouvez le garder dans vos favoris, l'enregistrer quelque part. Mais vous avez ici tout le détail et j'allais regarder pour la session d'hiver quand c'est qu'elle débute. Tac, tac, tac. Non, bon, on l'a pas mise. Non, elle, on l'a pas encore positionnée. C'est bizarre. Bah, désolé, il y a un petit bug, je pense peut-être sur le site, mais vous pourrez, je vais voir avec les équipes en interne pour essayer de comprendre pourquoi on n'a pas ces dates pour la session d'hiver. Mais en tout cas, voilà, la prochaine, vous avez une session en automne qui va démarrer fin septembre, et puis après une prochaine donc qui démarrera en hiver. Donc là, c'est les 7 dates, vous voyez, pour la session automne par exemple, si on prend juste ça, c'est les 7 dates de classe virtuelle, hein.
Voilà, donc ça, c'est les 7 dates que vous pouvez avoir. Il est 10h30. Je suis arrivé au bout de ce que je voulais partager avec vous, notamment sur cette notion de management. J'espère que vous avoir apporté aussi peut-être déjà quelques débuts de réflexion ou quelques questions, pistes à explorer. J'espère que ça a répondu un petit peu à certaines peut-être de vos questions. Certainement pas tout, hein, parce qu'en moins d'une heure de temps, on ne peut pas tout aborder, mais je reste, comme on a démarré, pardon, un petit peu en retard, je reste quelques minutes si vous avez des questions sur le chat, encore une fois, par rapport à la formation, par rapport au management ou par rapport à certaines questions. Je vais essayer de reparcourir, mais je crois que j'avais regardé un petit peu tout ça. Est-ce qu'on peut faire la formation avec le compte CPF en dehors des horaires de temps de travail? Non, cette formation n'est pas une formation certifiante. Donc, vous savez, le CPF, vous avez des formations qui vous délivrent un diplôme, enfin un diplôme, un certificat professionnel en fin de formation. Cette formation n'en fait pas partie. Donc là, vous pouvez mobiliser différentes ressources. Ça peut être soit vos ressources ou alors les ressources de votre OPCO, votre opérateur de compétences, hein. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ça, mais vous avez des branches professionnelles rattachées à votre métier et des opérateurs de compétences OPCO qui financent ou qui peuvent financer une partie. Parfois, c'est l'entièreté de la formation, parfois, c'est une partie avec un reste de prise en charge. Mais ça, vous pouvez donc mobiliser plutôt votre OPCO, donc en discuter avec les gestionnaires, évidemment, si la formation vous intéresse. Puis après, vous pouvez nous appeler au standard pour échanger avec Amandine, par exemple, de notre équipe, qui connaît bien ce sujet de formation et qui peut vous répondre à toutes vos questions si d'autres questions vous viennent après le webinaire. Donc, je reste disponible si vous avez des questions. Peut-on retrouver le programme de la formation sur votre site? Oui, je vous ai envoyé le lien. Donc, sur le lien, vous avez évidemment donc le programme avec les objectifs, la manière dont ça se déroule, les classes virtuelles, le e-learning. Vous avez aussi, on a un catalogue de formation, hein, vous retrouvez cette formation dans le catalogue, donc vous pouvez aussi sur le site internet télécharger notre catalogue. Et si vous ne le trouvez pas, bah, vous avez aussi un chat sur le site internet. Vous pouvez nous questionner sur le chat. Vous pouvez nous appeler aussi. Et puis les équipes vous transmettront tous ces éléments. Parce qu'effectivement, bien souvent, quand on monte des dossiers au niveau de votre OPCO, ils vous demandent un programme de formation sous format PDF. Voilà, donc c'est quelque chose aussi qu'on vous partage et qu'on vous envoie, évidemment. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit webinaire vous a plu. J'espère que voilà, vous allez bien en cette fin de semaine. Là, vous allez retourner très certainement auprès de vos équipes pour continuer la journée, avec peut-être un week-end prolongé aussi qui s'annonce. Je ne sais pas s'il y a des fermetures de structures qui étaient envisagées de votre côté. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'être à vos côtés encore une fois aujourd'hui pour échanger. Et puis, on reste évidemment à votre disposition. Contactez-nous si vous avez des questions. Beaucoup d'infos sur le site internet. C'est pareil, on a un blog sur le site internet où vous avez pas mal d'infos, notamment sur le sujet que j'évoquais sur les 0,5 ETP avec la réforme et le décret pour les microcrèches. Vous avez des blogs un blog où on met pas mal d'articles que vous pouvez consulter aussi, donc qui sont d'actualité, puisque le dernier sur la réforme date de début juin, donc vous avez pas mal d'infos aussi à ce niveau-là, pour vous nourrir aussi de tous ces échanges. Et puis abonnez-vous aussi sur nos pages si vous le souhaitez, sur Facebook, puisqu'on offre aussi beaucoup d'outils qui sont partagés sur les réseaux. Donc vous pouvez vous abonner à notre page Facebook ou Instagram. Il y a un livret d'été qu'on offre là sur cette période. Il y a quelque temps, on avait offert un livret sur le trouble du langage, le sommeil, donc pas mal de ressources aussi mises à votre disposition avec un lien qui vous permet de télécharger tout ça et c'est gratuit. Donc profitez-en en vous inscrivant sur nos pages et en nous suivant également sur les réseaux.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup de votre présence, du temps que vous avez accordé pour vous, pour vos équipes, parce que c'est du temps que vous avez accordé aussi pour vos équipes, pour réfléchir à vos pratiques. Donc encore une fois, merci. Et puis au plaisir d'échanger avec vous si vous avez d'autres questions supplémentaires. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Un bon week-end. Et puis au plaisir peut-être de se retrouver sur le chemin de la formation. Merci à vous. À bientôt.